Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Robin. Alors Robin, tu fais tout un tas de choses dans notre écosystème et tu travailles principalement pour le ComCyberMe. Donc dans un premier temps, je vais te demander de te présenter succinctement et de nous expliquer un petit peu ton rôle au sein du ComCyberMe. Ok, bah, déjà bonjour et merci pour l'invitation. Donc effectivement, Robin Guerchon, je viens du secteur privé, je suis assez jeune et je suis rentré il y a un peu plus de 2 ans au ComCyberGend, qui par la suite est transformé. Pardon. Non, non, justement, qui par la suite est devenu le ComCyberMI. En fait, le ComCyberGend est l'entité, donc le commandement, de la gendarmerie dans le cyberespace, qui était rattaché au niveau de la gendarmerie nationale et qui s'occupe de tous les aspects un peu lutte contre la cybercriminalité au sein de la gendarmerie. Sauf que cette entité, du coup, à un moment, les gens se sont dit que ça serait bien qu'elle soit au niveau ministériel et qu'elle englobe également la police et la préfecture de police de Paris. Et donc, c'est devenu le ComCyberMI. Donc, tu avais raison, ComCyberMI actuellement. Et donc, moi, je suis au sein de la division de la connaissance, de l'anticipation, de la gestion de crise. Et globalement, donc, je suis analyste cybermenace, mais ma spécialité, c'est que je m'occupe, pas de manière exclusive, mais principalement de sujets de crypto. Et c'est quoi les cybermenaces, la définition pour les gens qui connaissent pas ce terme? Alors, Comment tu définition, pourrais le il peut y en avoir plein de différentes, mais ça va être toutes les menaces qui peuvent toucher nos citoyens, les entreprises, dans le domaine du numérique. Donc, par là, on peut citer les rançongiciels, les stealers, les vols de crypto-monnaies et tout ce qui s'ensuit. En fait, donc toutes les menaces sur le domaine du numérique. Les fuites de données qu'on a très souvent. Par exemple, quand on reçoit souvent des SMS pour vous dire votre colis Chronopost n'est pas rentré dans la boîte aux lettres, en fait, c'est parce que au préalable, il y a une fuite de données. Et Mmh. donc, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, sans m'étaler vraiment sur les missions que je fais, parce que je ne vais pas rentrer absolument dans tous les détails, mais ce que je peux dire, c'est que globalement, on sert un peu de point de contact au niveau ministériel sur les sujets de crypto, quand il y a besoin. On apporte un appui aux gendarmes et aux policiers sur le sujet. Donc, ça peut être soit sur de la connaissance ou directement quand il y a des questions plus précises et techniques. On rédige des notes qui peuvent être stratégiques d'anticipation sur les sujets liés aux crypto pour informer des nouveaux phénomènes, de ceux qu'il faudra faire attention, de comment ça évolue, les tendances globales. Et puis, de manière globale, en fait, un peu tous les sujets liés aux crypto. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans ces activités-là comme CyberMe? Il y a 3 choses. Premièrement, bah, c'est un peu de famille. Dans ma famille, il y a pas mal de personnes chez les forces de l'ordre. Donc c'est un parcours que j'aurais pu prendre autrement si je n'étais pas rentré comme ça. Deuxièmement, c'est un métier passion. Le fait de pouvoir bosser sur les cryptos, bah, en fait, c'est ce que je faisais avant de rentrer là où je suis. Donc clairement, quand je me lève le matin, enfin, c'est un sujet qui me passionne et je passe mon temps dessus. Donc le fait de pouvoir, dans son métier, être sur sa passion, enfin, c'est clairement un choix qui m'a motivé. Et le troisième, bah, c'est quand même le fait de pouvoir travailler pour une mission un peu plus commune, aider à la protection de citoyens. Alors oui, je vais pas l'arrêter les méchants directement chez eux, mais globalement, peut-être qu'au travers des conseils que je fais, des fiches que je fais ou des appuis que je peux faire, bah, si ça peut permettre d'aider le citoyen, bah, en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais vous n'êtes pas le service qui arrête les personnes, mais vous êtes, plutôt le service qui enquête sur, les criminels, Alors, au sein du ComCyberMI, il y a une division de je vais peut-être préciser comment il est structuré. Il y a 4 divisions, différentes. Il y a la division de la stratégie, il y a la division enfin, il y a le CNF Cyber, en fait, qui est la division de la formation, qui est située à Lille et qui est un centre de formation commun police, gendarmerie sur des sujets, liés au cyber. Il y a la division la DDT, donc division des enquêtes spécialisées, où là, du coup, il y a un groupe d'enquêteurs, data scientists et pas que. Et moi, du coup, je suis dans la division de la connaissance, de l'anticipation, de la gestion de crise. Donc nous, on est plus sur des sujets stratégiques, d'anticipation, mais également d'appui. N'étant pas gendarme et aussi de police judiciaire, je mène pas d'enquête en propre. Par contre, on peut donner des appuis ponctuels. Donc effectivement, je n'irai pas passer les menottes aux gens. Alors justement, comment définirais-tu, pardon, en une phrase, la mission principale du ComCyberMe dans la lutte contre la cybercriminalité? Ça tiendra pas en exactement une phrase, mais globalement, il y a plusieurs piliers. Il y a un pilier de coordination parce que vu que c'est placé au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une coordination dans la lutte contre les cybermenaces qui se met en place. Et du coup, c'est comme CyberMI va un peu chapeauter toutes les structures que sont la police, la gendarmerie, la préfecture de police de Paris. Il y a l'anticipation parce que tous les ans, on produit un rapport sur l'évaluation des menaces liées au cyber. Donc, tous les ans, ce rapport sort et d'ailleurs le prochain devrait bientôt sortir. En fait, il y a un état des lieux qui est fait annuel de ce qui se passe dans cet écosystème et de ce qui touche les entreprises et les particuliers. Mmh. Donc, on donne un peu notre opinion, comment ça évolue, vers quoi on se dirige. Il y a aussi une mission forcément de formation parce qu'on va former des gendarmes, des policiers et la préfecture de police, donc via le CNF Cyber qui est à Lille.
Et également, il y a de l'appui, parce que comme CyberMI a voulu concentrer des compétences rares. On parlait de data science, on parlait de crypto, on parlait de criminalistique numérique. Et en fait, il y a des experts qui vont apporter un appui donc à la gendarmerie, à la police, la préfecture de police de Paris, sur des sujets très spécifiques, très techniques. Donc, en fait, donc voilà, donc, globalement, les 4 piliers, ça va être l'anticipation, la formation, l'appui et la coordination. Et vous formez aussi les juges? Tu n'as pas cité les juges, mais les juges d'instruction, les juges, Alors, les avocats. au niveau du CNF Cyber, donc il y a une formation notamment qui s'appelle la formation FinTech, qui forme les enquêteurs sur le sujet des cryptos. Et je sais que dans cette formation, effectivement, elle est ouverte à des personnels hors ministère de l'Intérieur, qui peuvent être des membres du ministère de la Justice, ministère de l'Économie et des Finances. Donc il me semble qu'il y a déjà eu des juges, des magistrats qui ont été formés, oui. Oui, parce qu'il faut que ça aille avec, en fait. Il faut Bien que sûr. ça Alors, même si la justice n'est pas mais formée aussi, en connaissance des cryptos, ça va être un peu difficile après de Alors, contrôler les sujets. complètement, c'est un vrai sujet maintenant au niveau de la justice. Donc, il y a le parquet J3 ont des personnels spécifiques sur ces sujets. Ils ont des assistants qui sont experts en crypto, en OSINT, etc. Et puis également les enquêteurs, lorsqu'ils amènent ces affaires, et forcément, à chaque fois, ils vont former, ils vont expliquer aux juges, aux magistrats comment ça fonctionne, les ressorts technologiques. Et aujourd'hui, il y en a certains qui sont spécialisés sur les sujets. Tu as parlé tout à l'heure d'un rapport, je suppose, qu'il va avec l'actualité du moment dans les cryptos. Est-ce que tu as déjà un avant-goût de ce qui va ressortir dans ce Alors rapport qui est là, ça public? sera un rapport plus générique sur le cyber et pas sur les cryptos. Il y a également un rapport crypto qui est prévu normalement, si tout se passe bien, en septembre, qui est en cours de rédaction, qui là, du coup, est effectivement plus spécifique. Pour donner un avant-goût, si vous voulez, globalement, on a prévu de remettre au point quelques bases techniques sur ce qu'est une blockchain, ce que sont les cryptos, qu'est-ce que c'est Bitcoin, Ethereum, etc. Pour rappeler voilà, quelques bases. Ensuite, on va faire un peu un panorama de la cybercriminalité sur le sujet, ce qu'on peut retrouver au niveau mondial et puis ce qu'on peut avoir de manière plus locale en France. Ensuite, on expliquera un peu qui sont les acteurs de l'écosystème au niveau judiciaire, au niveau de l'enquête et leur rôle. Et puis, on fera un petit peu d'anticipation en essayant de donner notre point de vue sur les évolutions futures qu'il pourrait y avoir. Alors, justement, est-ce qu'il y a des types de cybercrimes, crypto et hors crypto, comme on disait, parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui est cybermenace et cybercriminalité ne concerne pas du tout crypto, voire les cryptos restent minimes dans ce genre de menaces. Mais est-ce qu'il y a des cibles que vous avez fréquemment pu constater? Alors, c'est-à-dire des cibles. Est-ce qu'il y a des types de crimes qui sont... Oui, je vais reformuler, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des types de crimes qui sont fréquents et qui ciblent des profils particuliers? Est-ce que vous avez pu constater ce type de cybercrime par vos équipes? Liées aux cryptos. Crypto ou hors crypto, vraiment? Peut-être Moi, que j'aurais tu... dit aux cryptos. Bah, au crypto alors. Bah, côté crypto, oui, il y en a pas mal forcément. En fait, les détenteurs de crypto vont souvent être ciblés par des attaques. Globalement, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a celle en fait où la personne va penser se faire voler des cryptos ou acheter des cryptos et n'en a jamais eu. Et en fait, toutes les escroqueries se fera en monnaie fiat. Et celle où effectivement on se fera voler des cryptos. Par exemple, si, dans la première catégorie, on peut parler de tout ce qui est le faux investissement. Vous allez être contacté par quelqu'un qui est à l'étranger, un numéro de téléphone en plus 44, c'est un trader à la City à Londres. On vous propose un placement en crypto, acheter du Bitcoin, vous allez faire x5 en 2 semaines, super. Donc vous tombez dans le panneau. C'est tout? Vous faites un virement bancaire parce qu'on vous donne un RIB, vous envoyez 10 000 euros. Vous avez un super dashboard quand vous connectez sur le site qu'on vous propose. Ouais, effectivement, j'ai fait x5 en 2 semaines, trop bien. Et puis quand vous voulez récupérer votre argent, vous vous rendez compte que le site ne fonctionne pas. Quand vous envoyez un message, soit on va plus vous répondre, les gens auront disparu avec votre argent, soit on va dire mais c'est normal, il y a un problème, pour le débloquer, il faut payer 30% d'impôts. En fait, vous allez devoir rajouter au pot au maximum, ils vont essayer de tirer au maximum, et à la fin, ils disparaîtront avec la caisse. Et donc là, en fait, dans cette histoire, à aucun moment il y a eu de la crypto. La victime pense en avoir acheté souvent, mais à aucun moment il y en a eu. Maintenant, sur les infractions plus spécifiques aux crypto, alors, il y en a qui vont ressembler un peu, si on parle de pit butchering ou d'arnaque au faux travail, vous allez être contacté sur Telegram, sur WhatsApp, sur Signal. Alors, si vous êtes un homme par une jolie femme plutôt d'origine asiatique, si vous êtes une femme par un joli homme plutôt d'origine asiatique, et au fur et à mesure de la conversation, on va vous inciter à investir en crypto. Pareil, la plateforme n'existera pas, vous allez perdre votre argent, mais souvent vous enverrez du stablecoin. L'arnaque au faux travail, c'est un peu le même principe, on vous propose des tâches très simples. Vous allez liker des posts sur Instagram, vous allez faire du référencement pour certaines plateformes, vous allez payer 20 $ pour faire des tâches qui prennent 5 minutes. Puis quand vous allez vouloir récupérer votre argent, on va dire oui, mais il faut payer des impôts, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut passer à un niveau supérieur pour le débloquer. Donc vous allez envoyer des stablecoins,
Et à la fin, vous allez perdre quelques centaines ou quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis après, il y en a qui sont bien plus spécifiques et techniques, notamment si on parle de draineurs de crypto, où là, vous allez être incité à signer. En fait, on va proposer un airdrop, on va proposer de recevoir des tokens de manière gratuite, d'animer votre NFT. Et vous allez simplement sur le site qu'on vous envoie, rentrer votre seed, essayer de connecter votre wallet. Bon, bah, ils vont récupérer votre seed et ils vont automatiquement transférer tous les fonds parce que vous aurez donné l'accord. En fait, en signant le smart contract, vous pensez que vous allez recevoir 1000 tokens Y. En fait, vous donnez l'accord pour vider votre portefeuille. Donc, il y a une myriade de modes opératoires qui existent autour de l'écosystème et dont les gens peuvent être victimes. Attention d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs manières de s'en protéger et il y a des manières assez évidentes. Tu évoquais les liens des airdrops, etc. Tous ces phishing-là, pour claims vos airdrops, vous passez par le lien de la fondation en question, le lien officiel du projet, etc. Bien faire attention à tout ça, et ne serait-ce que bien checker les liens sur lesquels on clique peut vous permettre en tout cas d'éviter quelques problèmes. Et là, je parle vraiment juste pour ce modus operandi là qui est du lien phishing du claims d'airdrop, quoi. C'est une arnaque assez courante, malheureusement. Et puis clairement, en fait, quand quelque chose est trop beau pour être vrai, bah, c'est trop beau pour être vrai. Quand vous voyez une pub sur Twitter qui vous dit cliquez là, rentrez votre seed et vous pourrez récupérer tous les gas fees que vous avez dépensés jusqu'à 10 000 $ par personne ou par wallet, enfin, c'est évident que vous allez juste perdre votre crypto. Donc quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Et on peut dire aussi à toutes les personnes qui se font avoir, c'est de porter plainte. Et Oui. vous prenez maintenant les plaintes en ligne. Et que peux-tu dire à ceux parfois qui ont un sentiment de honte parce qu'ils se sont volés entre 100 et 10 000, voire des sommes? Peu importe le domaine crypto ou pas crypto, quand on est victime, il n'y a aucune honte. Ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, il y a des sujets même, il y a bien plus graves que le vol de crypto. Donc, quand on est victime de vol de crypto, c'est pas grave. C'est arrivé à beaucoup de gens d'écosystème. La plupart sont déjà fait scammer ou acheter un mauvais truc. Alors, moi, à titre personnel, j'ai déjà acheté des projets un peu scammeux. Bon, bah voilà. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller porter plainte. Vous ne serez pas jugé par les gens sur lesquels vous allez tomber. Il faut porter plainte. Pourquoi? Parce que si vous ne portez pas plainte, nous, on n'est pas au courant qu'il y a eu cette infraction, cette escroquerie, que l'argent a été perdu. Si on n'est pas au courant et que du coup personne ne porte plainte, il n'y a pas de phénomène. S'il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas de moyens qui sont mis en place. Et c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Si personne ne porte plainte, le sujet n'existe pas. Et donc, il n'y aura pas de réponse publique. Si les gens portent plainte, on peut se rendre compte qu'il y a un vrai sujet. Si on voit que les sommes volées, c'est des dizaines de millions, centaines de millions, milliards d'euros par an, là, les pouvoirs publics se diront, OK, il y a vraiment quelque chose, et on va tout mettre en place pour pouvoir faire diminuer ce problème. Donc, premièrement, il faut porter plainte. Il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Et puis ensuite, il faut tout mettre en place pour se protéger par la suite. Il faut malheureusement faire le moins confiance possible aux gens sur Internet que vous ne connaissez pas. Ou disons que vous pouvez très bien interagir avec des gens que vous ne connaissez pas, être ami avec eux, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est une ligne rouge. Typiquement, on ne donne jamais sa seed phrase à personne sous aucun prétexte. Même au support de Ledger ou de Coinbase. Jamais ils ne la demanderont, si le support officiel ne la donnez jamais. On essaye de se protéger. On essaye d'avoir, pourquoi pas, si on est un peu à l'aise, un peu de multisig, une passphrase. Sa seed phrase, pareil, jamais on ne la stocke numériquement. C'est-à-dire que vous ne la rentrez pas dans une note de votre téléphone, vous ne la rentrez pas dans votre cloud, vous ne la rentrez pas sur votre PC. Et pourquoi? On peut se dire, mon PC il est sécurisé, il n'y a pas trop de problème. Mon téléphone, c'est pareil. Admettons que votre téléphone soit sécurisé. Vous n'avez jamais installé d'application trop illicitement obtenue, on va dire, qui aurait des malwares. Mais quand vous installez une application, très souvent, on vous demande l'accès, par exemple, à vos photos, à vos contacts et à vos fichiers. L'application pourrait très bien simplement aller scanner vos photos à la recherche d'une seed. Aller voir dans vos documents ouverts vos notes à la recherche d'une seed. Si c'est dans un cloud et que malheureusement vous êtes victime d'une fuite de données, par exemple, Boulanger a une fuite de données. C'est un exemple qui est donné au hasard, ça peut être n'importe quelle entreprise française. Et votre mot de passe 1, 2, 3, 4, associé à votre mail. Et pas de chance, vos pratiques de cybersécurité ne sont pas au top. Et ce mot de passe, vous le réutilisez dans plusieurs endroits, dont votre cloud. Et quelqu'un, un hacker, pourra très bien se connecter à votre cloud. Avec ce mot de passe, il réussira, il aura accès à votre seed. Sur votre PC, vous allez installer un logiciel malveillant. Non, vous allez installer un logiciel illicite. Vous allez craquer Photoshop. Vous allez installer... Peu importe. Qui est illégal. C'est illégal, ne le faites pas. C'est précisé, c'est effectivement c'est illicite. Mais en fait, vous allez le faire.
Et quand vous allez installer le logiciel, il y a ce qui s'appelle un stealer qui sera présent, donc c'est un malware. En fait, c'est un logiciel qui va s'installer automatiquement en même temps que l'autre logiciel et qui va prendre quelque part une sorte de capture d'écran de votre PC, de ce qu'il y a dans votre PC. Donc ça va être tous les historiques de navigateur, ça va être tous les pseudos, tous les mots de passe, vos cartes bancaires si elles sont enregistrées, vos wallets de crypto s'il y en a, vos seeds. Et en fait, sans s'en rendre compte, vous allez pouvoir perdre l'accès à tout ce que vous avez. Et c'est là qu'il faut faire d'autant plus attention que, alors là, on parle nous en tant que parents, mais qu'on a de plus en plus tout tellement lié que ça atteint également des applications qui peuvent concerner les enfants, etc. Et voilà, de récents événements ont pu nous montrer que être fille d'eux ou fils d'eux peut également être un risque, un danger. Voilà. Mais je reviendrai, Robin, parce que c'est quand même très dur parfois de sauvegarder ses clés. Et de façon, tu disais papier, mais après, c'est où est-ce que tu mets le papier, comment tu caches le papier, est-ce que le cache... Tu veux que je te dise où est-ce que je l'ai mis chez moi? Non, pas du tout. Dans ma table de nuit. Tu vois, moi, j'aime bien les garder sur des fichiers numériques, mais avec un mot de passe différent. Et pas forcément sur un autre disque dur, mais chacun a ses techniques, mais c'est très difficile, tu vois, sa petite phrase sur papier, moi j'aurais toujours peur qu'on me jette le papier ou que j'oublie où est-ce que j'ai mis le papier. Tu vois, il y a d'autres difficultés, après garder une petite phrase n'est pas si facile que ça. On peut la stocker numériquement si le support n'est pas connecté à Internet. On peut la stocker sur un support connecté à Internet, mais disons que c'est assez risque et péril. Probablement qu'il ne se passera rien. Maintenant, dans l'éventualité, maintenant, si vous l'avez en papier ou sur une plaque en métal, pourquoi pas, rien n'empêche de faire un backup. Rien n'empêche, si on se dit, mince, si je me la fais voler, ils auront accès à mes fonds, et ben on rajoute une passphrase. Parce que là, si on vole la seed, s'il n'y a pas le mot de passe en plus, c'est pas grave, il n'y a rien dans le portefeuille. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se mettre en place, qui sont plus ou moins techniques. Mais par exemple, la seed sur un bout de papier que vous mettez chez vous, chez quelqu'un d'autre, vous enterrez dans un jardin ou dans la forêt municipale, et en plus vous avez une passphrase, bon, ça peut être bien. Et puis, encore une fois, tout dépend de combien vous possédez. Si vous avez 2000 $ en crypto, enfin 2000 €, les mesures ne sont pas pareilles. Quelqu'un qui a 50 000, quelqu'un qui a 500 000 ou 5 millions. Je pense que quand vous avez 5 millions, vous êtes au courant des mesures de sécurité. On a une multisig. Et il y a des manières de se préparer qui sont un petit peu différentes selon les profils. Et justement, j'aurais voulu aborder un point qui est important parce qu'on le voit dans l'écosystème. De nombreux professionnels crypto avec les enlèvements qui ont eu ont parlé de la sécurité et il semblerait qu'il y ait un peu deux écoles, c'est-à-dire que tu as certains membres de l'écosystème qui disent qu'ils n'ont plus accès à leurs fonds. On peut penser à Owen qui le dit régulièrement dans ses interviews que limite c'est malheureux pour lui puisqu'il ne peut plus investir parfois aussi early qu'il le veut. Puisqu'il n'a plus accès direct à ses fonds. Et puis tu as d'autres membres de l'écosystème qui, à l'inverse, ont comme un bouton rouge, un espèce de wallet anti-problème, où s'il leur arrive quoi que ce soit, ils pourront répondre à rançon ou en tout cas rémunérer pour se préserver. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Et ce qui m'intéressait dans tout ça, c'est que ce sont deux personnes que je sais être proches des services d'autorité et deux personnes qui font attention à leur sécurité. Déjà, je n'ai pas d'avis ferme là-dessus. Je ne peux pas me permettre de donner un avis en disant il faut faire ça. Bien sûr. Ça. Maintenant, les deux sont intéressantes. La première, sur le fait de ne pas avoir accès à ces fonds, c'est une bonne tactique. Maintenant, le problème étant que si on en vient à nous attenter à notre vie, en tout cas nous enlever, nous séquestrer pour obtenir nos fonds, il faut que la personne qui fasse ça puisse comprendre qu'on ne ment pas et que c'est vraiment possible techniquement. Parce qu'il y a un risque, si la personne en face n'est pas du tout à l'aise techniquement et ne sait pas comment ça fonctionne, qu'elle ne nous croit pas. Et donc le stress monte, l'énervement monte, la colère monte, on ne sait pas ce qui peut se passer. Toujours est-il qu'effectivement, les fonds ne pourront pas être transmis. Donc avoir un wallet avec 5 ou 10% de ces fonds qu'on va ségréguer du reste, on aura la majorité, est également intéressant. Le problème étant que si, admettons, vous soyez enlevé parce que vous êtes une personnalité connue, parce qu'on sait que vous avez beaucoup en crypto, et que vous présentez un wallet avec, je vais dire un montant au hasard, 100 000 €, alors qu'en fait vous avez 10 millions et que la personne ne sait, ça risque d'être compliqué également. Donc il n'y a aucune de ces mesures qui est parfaite. Je ne peux pas me permettre d'en conseiller une ou une autre, ou encore une autre qui pourrait exister. Je pense que chacun doit peser la balance bénéfice-risque, savoir ce qu'il est prêt à perdre, en fonction de quel risque il veut prendre. Et que là, du coup, la réponse est vraiment très individuelle là-dessus.
Et quelles actions vous entreprenez pour protéger les utilisateurs de crypto contre les fraudes et les vols? C'est quoi ce que vous faites? Des rapports, des vidéos tutos, enfin, vous avez un site internet où vous faites des articles. Qu'est-ce que vous faites pour protéger les utilisateurs? Alors, comme Cybermi, clairement, ne travaille pas que sur le sujet des cryptos. Ok. C'est clairement sur l'ensemble des cybermenaces qui touchent les Mmh. citoyens, et les cryptos en font partie au même titre que d'autres, que les ransomware, que les stealers, que les fuites de données. Donc, souvent, des publications peuvent être partagées sur les réseaux sociaux du ComCyberMI, où on peut discuter de mode opératoire crypto. Par exemple, il y a, je crois, 2 mois, on a dû faire une fiche cyber grand public sur le pig butchering, donc l'arnaque à la fausse romance. Donc un peu pour alerter les personnes, expliquer comment ça fonctionne et un peu comment s'en prémunir. Également, on essaye, quand nous sommes invités sur des conférences, de venir partager cette parole-là et essayer d'expliquer au public les mesures de sécurité à prendre. On va sortir ce rapport à la fin de l'année, enfin en tout cas au début de l'année scolaire, sur le sujet des cryptos, et du coup on espère pourra un peu sensibiliser l'opinion publique à toutes ces problématiques-là, et les personnes dans les cryptos, on espère que ça pourra premièrement leur apprendre des choses, faire attention à certains modes opératoires, et puis mieux comprendre un peu cet environnement cybercriminel qui gravite autour. Ensuite, donc on fait de la prévention, mais il y a également la partie qui vient après la prévention, qui est la réaction aux infractions qui peuvent avoir été commises, et qui là du coup sont faites par les enquêteurs, et derrière par la justice la résolution potentiellement. Donc effectivement, on essaye de faire de la prévention, c'est jamais suffisant, on peut jamais toucher assez de personnes, et donc c'est pour ça bien qu'il y a une partie derrière qui va être enquête puis justice. Et les dangers ont quand même changé en cette année, en tout cas, vis-à-vis de l'actualité. C'est qu'on prenait beaucoup, on faisait attention à nos cryptos et à nos wallets, mais maintenant on voit que c'est l'intégrité physique qui est Oui. quand même touchée. Quelle est la réaction du cybercommis face à quand même l'actualité qui fait un peu peur, hein, sur les crypto-monnaies, sur les Alors, enlèvements? je peux pas expliquer Mmh. concrètement tout ce qui se fait, mais sur la communication du ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, a indiqué qu'il y a plusieurs entités qui prendraient part au dispositif qui sera mis en place, dont le ComCyberMI. Donc des mesures sont prises et des choses se mettent en place, mais effectivement, je ne peux pas rentrer dans les détails là-dessus. Mmh. Et quel est alors tu as beaucoup évoqué les pig butchering qui sont, ce qu'on appelle également l'arnaque à la romance. C'est c'est à mon sens peut-être un des plus gros fléaux, mais quel est, le modus operandi qui revient le plus d'après toi? Pour un petit rappel, l'arnaque à la romance, grosso modo, c'est un petit peu le cliché du brouteur, de comme tu l'évoquais, l'homme asiatique pour les femmes, la femme asiatique pour les hommes, Malaisie également. Vous êtes même pas sûr d'avoir le genre que vous voulez à l'autre bout, du fil. Voilà, hormis ces arnaques-là, quel est le modus operandi qui revient, le plus souvent à ton sens? Pour le pig butchering, Au-delà du butchering qui, je pense, pour moi, c'est le premier. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est vraiment ce que en fait, parmi les 3 que j'ai décrits, qui sont le pig butchering, l'arnaque au faux travail et puis le faux investissement, pour moi, ce sont les 3 qu'on voit ouais. vraiment majoritairement. Arnaque au faux travail, c'est les trucs que j'ai pu voir tourner sur Telegram du style, Ouais. va liker tel, ça j'ai vu je me suis retrouvée prise dans un truc comme ça. Je pense que c'est via un groupe Telegram qu'on m'a pris mon adresse. J'ai failli, pour le bien de la science, aller un peu plus loin, et je me suis dit: «Non, j'arrête là», parce que ça avait l'air d'être, ils font des espèces de fils de communication où ils te demandent d'aller liker ou commenter des vidéos YouTube, et il faut donner un RIB pour être payé au like. Il me semble que c'est ça, et tu vas être très riche. Si tu veux. Quoi? Je peux rappeler rapidement le mode opératoire si tu veux. Ouais, je veux bien, s'il te plaît, parce que j'ai vu ça sur Telegram, ça a l'air d'être, Le mode opératoire peut un peu différer, et souvent, malheureusement, c'est orchestré par les mêmes personnes que l'arnaque à la fausse romance, et qui, en réalité, les gens qui font ça sont elles-mêmes également victimes, parce qu'ils se retrouvent, ils sont dans des pays asiatiques, et en fait, sont aux mains souvent des triades, d'anciens casinos, et du coup, sont maintenus en esclavage là-dedans, et sont obligés toute la journée de faire ça, et d'essayer d'escroquer des gens. Le mode opératoire, en fait, vous allez être contacté. Alors maintenant, c'est assez récent. Des fois, vous recevez des appels avec une voix de robot qui vous dit si vous voulez du travail, contactez-moi sur Telegram, etc., sur tel numéro.
Donc ça, c'est nouveau, mais sinon, vous recevez pareil un message sur Telegram. Est-ce que vous cherchez du travail? On propose quelque chose de simple pour telle société. Donc, on va donner une autre société qui va être très connue et très crédible. Et on va vous demander effectivement d'effectuer des tâches très simples et assez rapides et qui vont être bien rémunérées. Mais pas non plus 5 000 € par tâche, mais en fait, vous allez vous dire, c'est un travail qui est simple et bien payé. Du coup, vous pourrez plus facilement tomber dedans. Donc, on va vous demander d'aller aider au référencement d'un hôtel sur Booking en mettant des likes, des commentaires, de quelque chose sur Google Maps, sur Instagram de mettre des likes, des commentaires, ou toute plateforme. Et donc, vous vous direz, écoutez, ce travail me paraît presque cohérent, parce qu'effectivement, je comprends l'intérêt pour le client. Et la personne presse, en plus, j'ai vu, elle presse les gens. Envoyez-moi vos RIB que je puisse vous rémunérer. Je te laisse reprendre, mais... Moi, dans les cas que j'ai vus, il n'y a pas d'histoire de RIB, c'est plutôt, en fait, l'argent, il va être sur la plateforme de votre entreprise, et donc vous allez accumuler 500, 600, 1000, 2000, 5000 USDT, enfin souvent c'est du stablecoin, et vous allez vouloir le débloquer. On va dire, mais attendez, votre statut dans l'entreprise, il n'est pas suffisant, il faut que vous rajoutiez un petit peu d'argent au pot, donc vous allez rajouter 1000 € pour passer statut VIP et pouvoir récupérer l'argent. Du coup, je dis, j'en ai gagné 5000, si j'en remets 1000, c'est pas bien grave, le risque, il n'est pas très grand. Sauf qu'en fait, vous ne pourrez évidemment pas récupérer votre argent. Et en fait, à chaque fois, trouver une excuse. Oui, mais vous savez, il faut payer les taxes internationales sur les crypto-monnaies. C'est 30%. Et vous allez verser l'argent. C'est la TVA. Exactement. Et en fait, vous allez dire, écoutez, oui, ok, mais je n'ai pas 3000 € à verser comme ça. Vous allez dire, écoutez, si vous voulez, vous versez 2000 et moi, je vous prête 1000 pour arriver aux 3000. Donc, la personne de la plateforme, vous allez le faire. Et puis, une fois que c'est sûr, elle va dire, mais oui, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il fallait que ce soit vous qui payiez l'ensemble du montant. Donc, en fait, il faut que vous reversiez 3000 €. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on va tirer au maximum tout ce qu'on peut vous prendre comme des vrais sangsues. Et à la fin, effectivement, la plateforme disparaît. Tout ce que vous avez payé disparaît. Et de là où vous pensiez avoir gagné 2000, 3000, 5000, 10 000 €, en fait, c'est vous qui allez vous retrouver à perdre ce même montant. Et du coup, c'est très bien mené parce que les gens n'y voient que du feu jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, ça il y a les services en plus. graduelle. Puis après, il y a le service qui vient vous aider pour récupérer vos fonds et qui vous réarnaque une deuxième fois. Ça, c'est toujours. Celle-là, c'est la plus belle. C'est vraiment, c'est la douce, c'est un coup de couteau, puis un deuxième, quoi. C'est les gens qui vont se présenter, effectivement, on est expert dans ce domaine, on vous aide à tracer les fonds, puis à récupérer l'argent après les litiges. Payez-nous une avance de 2000, et puis en fait, ils disparaissent également avec les fonds. Ça, c'est malheureux. Mais quand les gens sont désespérés, en fait, ils sont prêts à payer en plus pour récupérer. Si vous voulez, quand vous avez perdu 10 000, et qu'on vous dit pour 2000, je peux récupérer votre argent, vous le faites. Et j'avais une question sur les plateformes d'échange. Est-ce que vous avez un lien? Est-ce que vous collaborez avec eux au CyberComMe? Alors, globalement, comme CyberMe ou pas, toutes les policiers gendarmes de France qui sont OPJ peuvent collaborer avec des plateformes de crypto et pas que crypto. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une enquête et que la personne d'intérêt, une personne est inscrite sur une plateforme, ça peut être Google, ça peut être Coinbase, ça peut être Snapchat, ça peut être peu importe. L'officier de police judiciaire fait une réquisition à la plateforme et la plateforme, ensuite, selon sa localisation, selon les protocoles, etc., va répondre en donnant les informations requises. Okay. Donc oui, il y a des collaborations. Pas avec toutes les plateformes, pas toutes les entreprises, mais effectivement, il y en a. Et c'est prévu par là. Je tiens à préciser quand même que pour qu'un officier de police judiciaire fasse ça, c'est que c'est encadré par la loi, c'est sous l'autorisation d'un magistrat. Il ne fait pas ça simplement parce qu'il a envie d'avoir d'informations sur telle ou telle personne. C'est très, il y a très des plateformes qui ne jouent pas le jeu et qui mettent beaucoup de temps à répondre et qui fait que les fonds sont déjà partis. Oui, il y a également des plateformes qui ne répondent pas. Dans certains pays qui sont peu coopératifs, oui. Ok. Quels sont les axes d'amélioration par rapport à ça? Parce que je suppose que les pirates le savent très bien qu'il faut mieux passer sur des plateformes qui sont non AMF ou en Russie. Alors, c'est malheureusement la difficulté majeure. Déjà, premièrement, il y a des plateformes qui coopèrent, et même assez vite, mais le temps d'une enquête peut être relativement long, et même s'il est court, que ça prenait quelques jours, les fonds peuvent déjà avoir disparu. Les réponses ne sont pas instantanées, ce qui est normal. Maintenant, il y a également le cas des plateformes non coopératives, et elles, pour certaines, vont effectivement favoriser les flux illicites. Et donc, en fait, elles n'ont volontairement pas répondre, ne répondront pas. Maintenant, du coup, les axes d'amélioration, c'est un peu ce qui est dit dans toutes les affaires contre la cybercriminalité de manière générale et pas que crypto. En fait, il faut améliorer la coopération internationale. Il faut mettre en place des protocoles entre les pays qui permettent le partage d'informations si ce n'est pas le cas et qui l'accélèrent si c'est déjà mis en place.
Par exemple, Faut pour certains pays qui pardon. n'ont pas de protocole en place, une demande d'assistance envers une plateforme, je sais pas, qui est dans un pays tiers, peut prendre plusieurs mois, en fait, avant d'avoir une réponse. Dans le cas des cryptos, c'est évidemment pas possible d'attendre un tel délai. C'est ce que nous soulignait, Nicolas Baca avec une très grande humilité d'ailleurs, qui était qu'il n'avait pas été le chevalier blanc dans l'affaire David Ballan, mais que toutefois son poste et sa place actuelle faisaient qu'il a pu permettre une coordination rapide avec Tether, qui pourtant tourne le dos à MiCA, etc., et la régulation européenne. Et ça n'a pas empêché le géant du stablecoin de coopérer. Alors, je pense à Tether, mais je vous invite à aller regarder la vidéo. Beaucoup d'autres ont coopéré dans l'affaire de David Ballan parce qu'il aurait permis d'être ce lien qui a fait que certains fonds ont été bloqués rapidement et que certaines communications ont pu être transmises rapidement, notamment à Paolo Arduano et à Tether. Effectivement, juste là-dessus, des fois, il y a des plateformes avec lesquelles il n'y a pas forcément de coopération, tout simplement parce qu'elles ne sont pas identifiées, parce qu'il n'y a pas eu d'échange préalable aussi. C'est pas, des fois, les plateformes veulent bien répondre. On n'a jamais mis en place des protocoles avec des plateformes qui, en fait, on n'avait jamais eu l'occasion d'interagir avec eux auparavant. Et donc, en fait, quand on prend le contact, oui, ils sont tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Ils comprennent que c'est pour aider les citoyens et que pas de souci. Et donc là, effectivement, le cas de Tether, on peut le voir. Et on peut souvent voir, par exemple, que Tether blacklist des adresses, gèle des fonds sur les adresses qui leur sont remontées comme illicites. Ça, c'est de manière, c'est public. Mais avant toutes ces histoires, je parle des victimes de l'année dernière, il y en a certaines qui sont remboursées, ou à la fin, on leur redonne leur argent, suite à une arnaque, qui sont victimes, d'un crime. Est-ce que c'est déjà arrivé, tu as suivi des affaires où on a redonné l'argent aux victimes ou pour l'instant, les J'en ai pas en tête, mais pour que la victime puisse récupérer son argent, il y a deux choses. La première, c'est que l'argent puisse être récupéré auprès de l'auteur des faits. S'il est à l'étranger, dans un pays qui ne coopère pas, et que les fonds y sont également, c'est quand même relativement compliqué. Il y a d'autres cas, mais je ne sais pas si ça peut être jugé ou si ça puisse passer. Mais en fait, admettons que vous ayez vos fonds dans votre banque ou sur une plateforme d'échange, et que l'ingénierie sociale se fasse à partir de là. Si vous transférez les fonds, il y a un monde où la banque ou la plateforme peut être reconnue comme fautive de vous avoir laissé faire. Il me semble que c'est déjà arrivé au niveau des banques, mais pas forcément sur le sujet crypto, mais simplement sur l'arnaque aux faux investissements ou autres, où on estime que la banque n'a pas mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour vous empêcher de faire ces bêtises-là, et donc a été condamné à rembourser le client. Ce que tu soulèves a été soulevé excuse-moi Antoine, dans le fameux reportage d'Élise Lucet qui a un petit peu fait parler sur les réseaux sociaux là, à propos des crypto-monnaies. Justement, elle va vers un monsieur qui est victime de crypto-monnaie, enfin d'une arnaque aux cryptos, et il explique grosso modo que son seul recours maintenant est de se retourner contre sa banque qui lui a permis de faire cet investissement vers une adresse qui, somme toute, aurait dû être un peu red flaguée pour elle a priori. Donc c'est un peu ce que tu... Je vois jamais de victime dire « Hurrah » au bout de 2 ans de combat avec ma banque après. Oui, mais ça rejoint... Tu sais très bien que ça rejoint un parcours du combattant qu'on a pu connaître. Il faut que les victimes, elles s'assemblent. Oui, et j'ai l'impression de vivre une double peine. Et que malheureusement, on a porté plainte, il y a eu une enquête, on a trouvé les gens, après on remet la faute sur la banque, et puis la banque, après, c'est toute une nouvelle bataille. Du coup, c'est comment les victimes sont conseillées aussi. Donc j'ai l'impression de revivre que la victime sera doublement victime. Je vois très peu de messages en disant « Enfin, j'ai récupéré mes 25 000 balles d'investissement. » Voilà, j'ai pas l'impression encore que... et on parle de vraies sociétés là, et hors crypto, parce que souvent... Je serais curieuse de savoir les arnaques crypto par rapport à toutes les menaces que tu évoquais. Et encore, on n'a pas abordé les menaces un petit peu plus étatiques. On a juste abordé des menaces d'arnaques ponctuelles et ciblées sur des particuliers. Mais je serais curieuse de savoir les arnaques crypto, si tu avais une statistique par rapport à toutes les arnaques que vous étudiez, quel est le pourcentage sur les crypto-monnaies? Parce que je pense qu'il est encore minime. Parce que globalement, on n'a pas fait d'études sur sur les escroqueries de manière globale, donc je n'ai pas les montants. Je pourrais pas vous le dire. Maintenant, c'est quand même assez commun que de se dire que les escroqueries en crypto sont une part infime des escroqueries de manière générale. Ça représente un faible montant. De toute façon, si les études faites en France par l'ADAN disent que 10% des Français ont détenu ou auraient détenu des cryptos, potentiellement 80% des escroqueries se font pas en crypto.
Et donc, historiquement, elles ont encore moins que ça été faites en crypto. Donc, forcément, les montants sont à minima, là, c'est au doigt mouillé jeudi, mais 10 fois supérieurs. Tu as parlé de l'international tout à l'heure par rapport aux plateformes. Participez-vous à des collaborations internationales pour lutter contre les cybercriminels à l'échelle mondiale? Est-ce que vous vous retrouvez avec les Espagnols, avec les Allemands, avec les Américains de temps en temps? Justement, le sujet étant international par défaut sur le cybercrime, les forces de l'ordre françaises, donc soit la police, la gendarmerie, la préfecture de police de Paris, sur des affaires du coup qui vont dépasser nos frontières, sont très souvent en collaboration avec des entités internationales. Effectivement, au niveau européen, on a Europol qui coordonne l'ensemble des polices sur les affaires qui se situent principalement en Europe. Donc là-dessus, il y a eu les affaires SkyECC. Il y a eu l'opération Chronos qui était sur le rançon-logiciel Logbit, où plusieurs polices européennes ont participé, dont la France. Et puis également, en dehors d'Europol, il peut très bien y avoir des collaborations entre, par exemple, la gendarmerie, le FBI, je sais pas, la Guardia espagnole, et puis une police tchèque. En fait, c'est en fonction de l'affaire, les différentes polices vont prendre contact entre elles, et si c'est opportun, vont travailler ensemble. Et aujourd'hui, il y a de la collaboration, heureusement qu'il y en a. Maintenant, il y a certains pays où c'est plus compliqué que d'autres, effectivement. Alors du coup, on a vu en effet qu'il y avait, pour un petit peu retomber sur nos pieds, on a abordé les problèmes d'insécurité crypto, les problèmes des arnaques, de la cybermenace, qu'elle soit sur les crypto-monnaies ou sur vos fonds en règle générale. J'aurais aimé savoir quels sont les essentiels pour se protéger et quels sont les essentiels à qui s'adresser si on a le moindre problème. Donc ça peut ça peut vraiment, je te laisse ratisser large, puisque ça peut être aussi bien la Ligue pour la sécurité du Web3 que ce nouveau fameux numéro 17 pour les entrepreneurs crypto, enfin nouveau numéro 17, un numéro 17 en accès privilégié. Je te laisse un petit peu nous expliquer toutes les solutions possibles. Pardon. Ça va reprendre en fait un peu des points que j'ai dit depuis le début. Ouais. C'est que si vous faites... Alors, avant de vous faire avoir, déjà premièrement, soyez méfiants. Il n'y a pas d'offre trop belle pour être vraie. L'argent gratuit, ça n'existe pas. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. En fait, soyez méfiants. Posez des questions. Si vous avez un entourage qui s'y connaît un peu, posez des questions. Même d'ailleurs, s'ils ne s'y connaissent pas, posez la question et ils vous donneront leurs sentiments. Allez voir la brigade de gendarmerie la plus proche, le commissariat de police le plus proche. Demandez. Il vaut mieux demander plutôt qu'aller porter plainte après. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Ensuite, si vous faites avoir, forcément, vous portez plainte. Est-ce que vous organisez des exercices pour les professionnels ou particuliers qui peuvent vous rencontrer ou même, tu m'as dit à quelques salons, mais ceux qui nous écoutent et qui souhaitent vous rencontrer en vrai, est-ce que vous serez à Ethereum CC ou est-ce que vous serez au prochain CryptoXer voilà, où est-ce qu'on peut vous voir? Alors, effectivement, on n'a pas de bureau physique où vous pouvez vous rendre et nous passer le bonjour, malheureusement. Alors, on est aux conférences, premièrement, si on est invité et que la direction du ComCyberRMI estime que c'est un sujet opportun sur lequel on veut s'exprimer. Donc ça, c'est premièrement. Ensuite, on n'organise non pas d'exercice pour les personnes. Maintenant, effectivement, on a une division, dans la division, on a un bureau de la gestion de crise et qui, eux, peuvent s'occuper de faire de la gestion de crise. Mais c'est plutôt pour les cyberattaques auprès d'entreprises, d'associations, de mairies. C'est moins pour un cas de vol de crypto-monnaie. Par contre, si jamais on se croise en conférence, que ce soit moi ou un de mes collègues ou peu importe, il ne faut pas hésiter à venir nous parler. C'est avec grand plaisir qu'on échangera et qu'on pourra aborder toutes ces thématiques. Justement, parce qu'on essaye de s'y rendre physiquement quand on peut pour justement aussi rencontrer les gens et parler de ces choses-là avec eux parce que c'est quand même important de se voir en vrai. Et les personnes qui se font... Désolé Mag. Et les personnes qui subissent là, quelque chose de violent pour un vol de crypto-monnaie, et on va toujours leur dire n'appelle pas la police, mais est-ce que tu aurais c'est les ravisseurs vont dire n'appelle pas oui, la police. Effectivement. Je parle... est-ce que tu aurais quand même quelques phrases à répéter pour encourager le fait de vous appeler, parce que comme vous avez tout c'est votre métier de sauver la personne, est-ce que voilà, tu pourrais quelles sont les phrases que tu pourrais dire pour les convaincre de les appeler quand même? Je pense que dans tous les cas récents qu'il y a eu, alors même si malheureusement il y a eu des sévices physiques sur certaines personnes, toutes les personnes ont été secourues et en vie. Ça démontre que les forces de police, sur ces sujets-là,
sont extrêmement efficaces et gèrent Alors, parfaitement leur sujet. Donc, je me permettrai pas de donner de conseil à quelqu'un qui est en train de se faire enlever et qui a un flingue sur la tempe et qui a des ravisseurs. Je n'ai jamais été dans la situation. Je ne suis pas expert de cette situation-là non plus. Maintenant, à ma connaissance, sur les dernières affaires qu'il y a eu, tout le monde a été secouru. Donc, c'est important. Okay. Ouais, et ce qui est intéressant également dans ce que tu soulignais, et c'est là où le problème est peut-être plus large que justement, parce qu'on a beaucoup focus sur les arnaques de particuliers, mais on n'a pas évoqué tout ce qui est vol et fuite de données, qui font également partie, à mon sens, de la cybermenace. Qui, pour certains cas d'enlèvement, je pense à la fille de Monsieur Noisa, il me semble avoir vu que ces données ont été récupérées via une fuite de données. Et justement, j'aurais aimé avoir, voilà, mon idée, c'est pas de tirer sur l'ambulance. Je me doute que la problématique, elle est compliquée, mais j'aurais aimé un peu avoir votre positionnement sur cette problématique-là, qui est, tu évoquais le vol de données d'une entreprise tout à l'heure en prenant l'exemple de boulanger. Il peut y en avoir des tas d'autres. Oui. Et Il y en a des tas d'autres. et il y en a, oui, des tas d'autres. Et peut-être que le nœud du problème est là. Alors voilà, je te passe le bâton de parole sur ce sujet qui, à mon sens, est important, mais... Alors effectivement, c'est le gros sujet en France, c'est la fuite de données, parce que lorsque vos données fuitent liées à une entreprise, eh ben, il peut y avoir votre nom, votre prénom, votre mail. Ou des services publics. Hein. Ou des services publics. Parce que c'est Sinon, facile votre RIB, votre numéro de sécu. Bien sûr. Mais justement, en fait, les données qui sont liées peuvent être assez extensives. Si on parle de la fuite de Coinbase, qui n'est pas encore, enfin, comment dire, Par exemple. la fuite a été rendue publique, mais les données liées à la fuite ne sont pas connues. Mais par contre, effectivement, le patron de Coinbase a annoncé qu'il y avait les positions la balance du compte, les transactions effectuées, en plus du nom, de l'adresse. Donc, c'est quand même très risqué parce que si un jour elle fuite, les criminels n'ont qu'à filtrer par taille de wallet et ils sauront qui allait cibler. Mais le problème, ce n'est pas seulement la fuite de données d'une plateforme crypto. Parce qu'effectivement, on parlait de la fille de M. Noisa, il me semble avoir lu, est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas l'affirmer, mais que ces informations auraient été trouvées dans une fuite de données qui n'a rien à voir avec la Ah crypto. oui, c'est vraiment ces affaires de consommatrice à elle, perso, sur une carte de fidélité de je ne sais plus qui. Donc en fait, on ne peut même 3 pas 000 vraiment... $3 sur le dark web. Ouah. Et puis, alors, mais tu peux avoir des salariés tu peux aller voir un salarié d'un échange un peu, qui est un peu véreux, qui chope aussi. Hein. C'est pas forcément un vol de Coinbase, c'est ce qu'ils ont souligné. Hein. Coinbase a souligné la corruption d'un membre interne en Inde, etc. Pardon, Robin, on te laisse pas. Ça y est, on. Il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, le problème, c'est que ces fuites, elles sont quotidiennes. Elles sont en général vendues dans un premier lieu, mais quelques semaines, quelques mois après, elles se retrouvent souvent diffusées de manière gratuite. Une fois qu'elles sont diffusées, on ne peut pas vraiment les faire disparaître. Ça, c'est un autre enjeu. Et en fait, tout le monde, d'ailleurs, peut vérifier s'il est dans des fuites de données. Il y a un site qui s'appelle I Have Been Pwned. Peut-être que vous pourrez le mettre en commentaire. Dedans, vous cherchez avec vos différents mails. Je ne sais pas s'il prend d'autres champs comme les numéros de téléphone, etc. Et vous pourrez voir dans quelle fuite de données vous avez été. Et le problème des fuites de données, c'est que même si vous faites attention à ne pas télécharger de logiciels illégaux, illicites, à avoir une bonne sécurité, une bonne hygiène informatique, et ben en fait, ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend de l'entreprise à laquelle vous confierez vos données. Et donc ça, c'est un vrai problème sans fin parce que il me semble que 3/4 des Français, si ce n'est plus, ont leurs données dans la nature. Moi, j'en ai également. Vous avez peut-être les vôtres si vous avez été inscrit avec telle entreprise ou tel service public. Ça, c'est un vecteur d'attaque. Et donc, pour tout le monde, je vais juste finir là-dessus. Oui, pardon. Non, pas de problème. Il y a des solutions privées qui existent, souvent payantes, mais pas forcément super chères. Je ne peux pas en faire la pub. Dans lesquelles vous rentrez vos mails, vos numéros de téléphone. Vous avez la liste des sites sur lesquels vous êtes inscrit et du coup que tout le monde peut voir. Et vous pouvez effectuer des formulaires RGPD pour demander la suppression de vos données. Alors ça, c'est pas sur la fuite de données parce que c'est déjà trop tard. Mais ceux sur lesquels vous êtes inscrit actuellement et qui peuvent ressortir facilement, vous pouvez demander à ce qu'ils suppriment toutes les données qui vous sont liées. Et donc, c'est important de le faire. Ça prend du temps. C'est un peu long, un peu chiant. Mais pour votre sécurité opérationnelle, c'est assez important. C'est important de le faire puisque ces données croisent tout. Je reviens... la tentative d'enlèvement m'a
m'a bouleversée parce que je suis maman. Et il avait même été évoqué une observation du quotidien pour savoir qu'elle serait en promenade à ce moment-là, etc. Et c'est là où on peut même croiser avec ton GPS, Strava, l'application de running, où il y a même eu une shitstorm, je crois, sur un des... C'est Antoine qui m'avait parlé de ça. Il y a un des bodyguards d'Emmanuel Macron, je crois, qui s'est fait comme ça choper parce qu'ils ont eu son circuit. Alors, il n'a pas eu de problème grave, etc. Mais ils ont trouvé son circuit et ses habitudes de running et ils ont réussi à faire des bêtises comme ça. Tu dois avoir celui de Robin. Hein. Il doit courir. Je ne passe travail, non. Je cours peu, malheureusement. Tu cours pas. Presque pas. Non, mais c'est important d'en parler également, je pense en tout cas, et la fuite de données. Alors, on ira chercher pour le site internet dont tu parles. J'avais connaissance de celui où on peut voir si ces données ont été prises, mais j'avais pas connaissance de celui pour les protéger au RGPD. On ira voir tout ça pour vous mettre en commentaire dans la description de la vidéo. Enfin, comment vous réagissez aussi? Moi, depuis que j'avais appris ça, j'avais dit ça va être un peu dur. Mais quand je ne savais pas que certains vrais comptes crypto, par exemple sur Binance, étaient vendus à des criminels parce qu'ils avaient un besoin d'argent. Parce que parfois, on ouvre des comptes et en fait, ce sont des paysans qui ouvrent des comptes crypto et qui sont prêts à revendre leur avec du coup un vrai KYC. Souvent, les pirates informatiques s'en servent après pour renvoyer les fonds sur d'autres plateformes, sur d'autres comptes bancaires. Je me suis dit, on aura toujours un train de retard par rapport à ça. Est-ce que vous y travaillez dessus? Alors ça, c'est un problème qu'on voit pas seulement chez Binance, mais chez l'ensemble des plateformes, et même pas que crypto. En fait, effectivement, il y a les deux choses. C'est soit des criminels vont acheter des KYC, donc ils vont payer 5 $, 10 $, 100 $, peu importe le montant. Il y aura différents tiers de KYC possibles, et ou simplement, ils vont utiliser des données volées qu'ils vont retrouver sur Internet, les fameuses fuites de données, avec votre carte d'identité, votre passeport, votre nom, votre prénom, etc., et vont ouvrir un compte à votre nom, sans que vous en soyez au courant. Ça, je l'ai vu. C'est un vrai problème. Du coup, ça fait de ces personnes-là des mules. Et puis, il y a également le sujet de l'IA maintenant, où on peut générer des fausses personnes, des faux papiers, et également faire des comptes de mules, mais du coup, qui ne sont attachés à aucune vraie personne. Là, tout va dépendre de la robustesse des systèmes mis en place par les plateformes ou les banques en question. Ça, c'est un vrai gros sujet. Je pense que là-dessus, la réponse doit venir de ces plateformes, de ces banques. Il y a des solutions plus ou moins sécurisées. Je sais qu'il y en a qui obligent à le faire via une application, parce que, par exemple, c'est plus simple de d'outrepasser ces mesures dans un navigateur web. Il y en a qui forcent le téléphone à ce qu'il soit, comment dire, à ce qu'il soit pas jailbreaké. Enfin, il y a plusieurs systèmes qui existent. Il y en a qui sont plus ou moins certifiés. C'est aux plateformes. En tout cas, les plateformes mettent en place ces solutions-là parce qu'elles ont un intérêt à faire passer forcément moins de flux illicites, parce qu'elles ont un risque d'image, elles ont un risque d'amende. C'est quand même jamais, et même aussi en termes de biens communs, on n'a pas envie que sur sa plateforme ou sur sa banque passent des flux liés au blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Ouais. Et super. Et je rebondis par rapport à est-ce que tu as des astuces, tu sais, sur à partir d'un montant, quand on voit Éric Larchevet qui dépense 50 000 € par mois pour sa sécurité, tu vois, j'avais pensé à toutes les personnes. Entre 50 et 100 000, il a dit, ouais. Oui, et c'était par rapport à est-ce qu'il faut, tu vois, prévenir son entourage, parfois quand on fait des sorties, avoir un traceur sur toi, enfin, tu vois, un GPS, quelque chose qui peut nous traquer aussi. Est-ce que tu as quelques tips ou pas du tout? Oui, prenez des cours de karaté. Ah non, parce qu'on peut avoir des problèmes si on met un coup en plus. Non, et si on est ceinture noire après, on fait quoi? Voilà, justement, je fais ce qui me pète la figure, moi. Les mêmes actions que vous voyez dans les films pour esquiver un pistolet. Non, alors, de manière plus sérieuse, tout dépend de vous, tout dépend de votre profil, de votre balance de risque. Vous pouvez en parler à vos proches. Vous pouvez mettre en place de la localisation sur votre téléphone, un AirTag dans votre sac à dos. Ces mesures ne sont pas idiotes. Mettre en place des protocoles. Si un de vos proches reçoit un message qui paraît suspect, toujours effectuer des contre-appels pour être sûr que c'est bien la bonne personne.
il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois, c'est comme tout à l'heure pour comment vous gérez vos toilettes. Je pense que chacun doit peser le pour et le contre. Est-ce que vous voulez déclarer à votre entourage que vous êtes riche en crypto? Vous avez un certain patrimoine et donc vous êtes multipotentiel. Est-ce que ça risque pas de leur faire peur également? La prévention, c'est-à-dire qu'en fonction de votre entourage, est-ce que ça vaut le coup d'avoir qu'un enfant soit au courant de votre activité sans en avoir les tenants et les aboutissants et qui du coup dit «Ah, mes parents ils sont dans le Bitcoin» parce qu'il a 10 ans et qu'il ne sait pas nécessairement. C'est aussi une manière de, je pense, protéger en tout cas son entourage que de faire cette prévention-là, que ce soit également voilà, des gens qui ont une vie sociale épanouie et qui, au détour d'un verre, d'une soirée, peuvent dire ah, bah, mon beau-frère il fait ci, mon tonton il fait ça. Bon. Voilà, je pense que cette prévention-là, elle vaut toutes les autres que de vraiment prévenir son entourage qu'il peut y avoir un danger, qu'il faut peser ses mots, leur expliquer qu'il n'y a peut-être pas aussi d'argent magique d'internet comme tu l'évoquais justement et que c'est pas parce qu'on travaille dans l'écosystème, parce qu'on a des cryptos, etc., qu'on est riche. Oui. Je pense J'aimerais que bien que ce soit le cas, mais malheureusement, non, pas forcément. ouais, moi aussi j'aimerais bien. Et j'aurais aimé avoir un petit peu ton avis justement sur le traitement qui peut être fait de les crypto-monnaies, apport de richesse, voilà, et sur cette espèce de nouvelles légendes urbaines qu'on est en train de créer. J'aurais aimé avoir un petit peu, voilà, ton avis Le là-dessus. problème, c'est que cette légende urbaine défendue par les médias, ça fait pas quelques semaines qu'elle est mise en place, mais ça fait des années, voire plus d'une dizaine d'années. On entend beaucoup véhiculer les cryptos, c'est l'argent des criminels, Bitcoin, c'est pour les trafiquants de drogue, c'est pour le dark web, et du coup, c'est pour les évadés fiscaux. Et en fait, du coup, l'image que va s'en faire la population, et du coup, les criminels derrière, c'est que bah, si je vole un voleur, c'est pas grave. Si je vole un criminel, c'est pas très grave, il ira pas se plaindre. En plus, c'est intraçable, donc on va jamais me retrouver. Et en fait, tous ces poncifs qui sont déployés très souvent, bah, du coup, vont nuire à l'image de l'écosystème et donc en faire des cibles plus faciles pour les criminels derrière. Alors, il y a tout de même des journalistes qui font très bien leur métier, ça, et qui, du coup, ne sont pas du tout là-dedans et vont travailler le sujet. Le problème, c'est que certains ne vont pas le faire, soit par manque de temps, par fainéantise, par facilité. C'est pas forcément méchant de leur part, mais en n'allant pas au bout de leur travail, ils vont véhiculer des idées qui sont erronées et qui pourtant pourraient être vérifiées assez rapidement sur Internet. On a encore entendu il y a quelques jours dans un reportage Bitcoin, cette monnaie réputée intraçable que nous avons pourtant réussi à tracer. Toute personne qui... Mais oui, c'est marrant, mais toute personne qui passe plus de 30 secondes sur le sujet comprend que Bitcoin est très traçable. Oui, mais il travaille pour le lobby du Fiat. Alors justement, j'aurais aimé un peu, alors justement, on va croire que je veux parler lobbyisme, mais pas du tout. Mais nous avions reçu, il y a maintenant plus d'un an, Akli Lecoq, que tu connais. Et je trouve avec grand plaisir, alors vous n'avez pas les mêmes postes, vous n'avez pas la même vocation dans vos postes. Enfin, si, vous avez les mêmes postes exactement? Oui. Je rembobine. Donc vous avez les mêmes postes et c'est avec plaisir que je vois une évolution dans la manière de... C'est une impression, mais une sorte d'évolution dans votre manière de faire, et c'est vraiment un plaisir, puisque quand on a reçu Akli, on sentait un petit peu que c'était le début et qu'il fallait déjà former, faire comprendre. Là où j'ai en face de moi aujourd'hui l'impression que le discours est beaucoup plus posé, et que ça y est, tout le monde est formé. On sait que tout le monde n'est pas formé, mais voilà, qu'il y a plus de gens formés, qu'il y a plus de choses mises en place. Est-ce que c'est qu'une impression ou est-ce que tu vas confirmer ce ressenti? Je vais un petit peu l'infirmer quand même. Il faut savoir qu'en gendarmerie, il y a des enquêtes liées aux cryptos depuis plus de 10 ans. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Et je pense qu'on a pas mal de gens qui savent ce que c'est depuis assez longtemps. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que quand on rentre dans la fonction publique là, sur ces sujets, on se dit, bon, personne n'y connaît rien de toute façon. Et en fait, on se rend vite compte que s'il y a des gens qui s'y connaissent, mais extrêmement bien. Et donc ça, il ne faut pas le sous-estimer, premièrement. Alors effectivement, ensuite, ça prend du temps pour former beaucoup de monde.
tous les policiers et les gendarmes n'ont pas vocation à être experts sur le sujet. Et ils ne le seront pas. Parce qu'ils ont 1 milliard de sujets à traiter. Les cryptos, c'est un petit sujet pour eux. En tout cas, c'est un sujet parmi tant d'autres. On ne peut pas leur demander d'être expert crypto et de ne pas être expert d'autres sujets. Donc, c'est pas cohérent. Par contre, il y a effectivement des personnes formées spécifiquement sur ces sujets, comme certains le sont sur d'autres sujets, pour être des références. Et du coup, lorsqu'il y a une enquête, c'est eux qui vont être sollicités. Donc, depuis l'année dernière, effectivement, il y a eu comme CyberMI qui s'est créé aussi, et du coup, qui a une impulsion qui est un peu plus large, et donc forcément, ça joue. Et plus de gens peuvent être formés au fur et à mesure, et plus de personnes sensibilisées. Puis il y a également, malheureusement, les affaires de ces derniers mois d'enlèvement qui ont un peu accéléré les choses et qui font prendre conscience à tout le monde, à tous les étages, que c'est un vrai sujet. Et donc, effectivement, donc il y a une antériorité au niveau de la fonction publique, du ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là, mais ces derniers mois, tout s'accélère un peu. Est-ce que enfin, je l'espère pas, mais si tu avais des personnes malveillantes qui sont en train d'écouter cette interview, moi, Rendez-vous à la brigade de gendarmerie la plus proche, dénoncez-vous. Mais je trouve que comparé à prendre de l'argent liquide, du coup, qui est intraçable, sauf avec les numéros de série, si on a pensé à les prendre et qu'on voit. Mais c'est Pas grand monde le fait. Voilà, mais il y a quand même un numéro de série unique sur chaque billet, tu vois, donc si jamais on le prenait avant. Donc c'est intraçable, oui, mais bon, bref. Mais prendre de la crypto ou en tout cas voler de la crypto-monnaie, moi je dis que c'est une grave erreur, quoi. Et est-ce que vous avez un message là pour les malfrats, en tout cas pour leur dire que c'est une belle connerie d'essayer d'en voler? Je confirme que c'en est une. On peut le voir avec l'affaire Ballan. Je ne crois pas que les ravisseurs aient touché une grande partie de ce qu'ils ont pu obtenir comme paiement de rançon. Premièrement, les cryptos sont Non, c'est bloqué. complètement. Oui, voilà. Donc, ils vont risquer la prison à perpétuité pour leurs actes pour un retour sur investissement de 0. Donc, si vous voulez, en termes de balance, logiquement, un criminel est un peu rationnel, pas tous, mais ils vont avoir une balance bénéfice-risque. Si je fais tel acte pour gagner de temps, mais que je risque de temps derrière, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est un peu comme nous dans la vie de tous les jours. Chaque décision qu'on prend, on fait une balance bénéfice-risque. Bon, si je risque de gagner 0 et de prendre prison à perpétuité, je pense que ça vaut pas le coup de se lancer dans l'histoire. Donc les cryptos sont complètement traçables. Les plateformes coopèrent, surtout sur des affaires comme ça. Certaines peuvent être gelées. Et admettons que vous réussissiez à les sortir sur une plateforme, vous serez tracé et vous serez retrouvé. C'est pas le sujet. Si vous n'êtes pas arrêté dans la semaine qui vient, vous le serez dans le futur. Et quand bien même, il faut que l'argent aille sur une plateforme, il faut réussir à le sortir, il ne faut pas lever de suspicion, il ne faut pas qu'il y ait de coopération. Enfin, je veux dire, ça fait un ensemble de si qui sont extrêmement compliqués. Donc si j'étais un criminel, ce que je ne suis pas, ce n'est clairement pas des entrepreneurs crypto que j'irais enlever. Et d'ailleurs, je n'irai enlever personne. Et parfois, les personnes, tu vois, moi, ça me fait un peu peur, c'est l'ubérisation du crime, où vraiment tu réponds comme un job. Et ces personnes, souvent, sont un peu immatures et sont encore jeunes. Enfin, vous le prenez en compte, vous, au Cyber comme Me, que parfois, les suspects sont en fait des personnes qui sont hors crypto, mais qui n'y connaissent rien. Je me permets de compléter parce qu'a priori, c'est un mode de fonctionnement qui est pas lié aux crypto comme manière de fonctionner du grand banditisme. Est-ce que les cryptos sont en train de, est-ce que le secteur crypto en France est en train de vivre limite une sorte de phénomène social que vous connaissiez peut-être dans d'autres secteurs de criminalité, quoi? C'est un phénomène dont on parlait avec Atli depuis pas mal de temps. En fait, on redoutait qu'effectivement, il y ait des enlèvements d'acteurs crypto, comme on peut le voir dans certains pays, et que ça commence à être de plus en plus fréquent en France. Ce qui a dû se passer, à mon avis, là, c'est ma seule opinion, c'est que des gens de la criminalité organisée ont découvert les cryptos et se sont rendus compte qu'il y avait des gens assez riches en France. Et vu que les messages véhiculés sont « c'est intraçable », c'est de l'argent de criminels, forcément, derrière, ces fameux entrepreneurs crypto faisaient des proies faciles. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on est arrivé là. Alors maintenant, le monde de fonctionnement, c'est a priori des équipes à tiroir. Effectivement, il y a des têtes pensantes qui vont recruter des jeunes sur les réseaux pour leur faire enlever les personnes et du coup toucher une partie de la rançon qui serait récupérée. Et encore une fois, je pense que ce qui n'est pas dit, c'est les risques
encourus par les personnes qui vont faire ces actions, parce que enlèvement, séquestration, c'est potentiellement la prison à perpétuité. Et acte de barbarie, hein, c'est ça Et qui oui, pardon, l'acte de barbarie, oui. C'est potentiellement la prison à perpétuité. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à un acte de barbarie. Hein. C'est toujours ce qui m'étonne. Sachant qu'il y a également un phénomène qui était souligné, qui était que là où on voit les diamantaires, les banques, etc., ces secteurs-là sont arrivés à un système de maturité dans leur sécurité, là où les cryptos, Claire Balva le disait dans une interview je crois que c'était auprès de France 2 au service public, là où les crypto-monnaies, c'est des geeks qui se sont enrichis. Alors, tous ne sont pas des geeks, etc., dans le cliché, mais ce sont des geeks qui se sont enrichis sur le temps, sur la patience de holder leur bitcoin et leur crypto, etc., et que le secteur n'est pas à sa maturité de sécurité. Est-ce que tu es assez aligné avec... Je suis assez aligné. Je pense que la plupart des gens, effectivement, ont fait leur argent derrière leur PC. Et du coup, un peu, je veux dire, en dehors de la réalité, il ne faut pas que ce soit mal pris. Hein. Oui. Et du coup, malheureusement, se rendre compte que dans la vie réelle, il y a des gens prêts à faire des choses très graves pour récupérer votre argent, je pense que c'est un peu une claque que se prend l'écosystème et qu'il va arriver à maturité sur la sécurité très rapidement, parce que là, les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut tout mettre en place pour. Et les proches, en fait, on Exactement. Aux proches et pas directement à la personne qui a fait. On peut d'ailleurs penser aux demandes d'Éric Larchevêque et d'autres auprès de Bruno Retailleau, qui était justement le fait de pouvoir faire passer la protection des familles sur la trésorerie des sociétés, puisque pour le moment, un membre de famille les familles de tes équipes ne peuvent pas être protégées par le fonds de ta société, par la trésorerie, c'est considéré comme détournement de biens sociaux. Et il avait également cette volonté on en revient aux données, de camoufler l'adresse, puisque un auto-entrepreneur peut mettre, s'il n'a pas sa société domiciliée, etc., il va mettre son domicile. Est-ce que tu penses que ça va avancer dans ce sens-là, sans prêter à Éric Larchevêque forcément un discours politique sur ces deux points-là, parce qu'il a peut-être évoqué d'autres choses de manière plus politique, genre mexicanisation, etc. Mais au-delà de ça, juste en ce qui concerne la protection des familles et la protection des adresses auprès du greffe. Après, on peut également faire la demande au greffier de masquer l'adresse. Mais est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors déjà, malheureusement, je ne suis pas dans les petits papiers, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui sera bien mis sûr en place ou pas. En plus, l'administration, malheureusement, est une machine qui bouge pas très rapidement de manière générale. Si ces mesures sont évaluées comme étant bénéfiques pour la sécurité de ces personnes, j'espère qu'elles seront mises en place. Okay. Mais je n'ai pas d'avis particulier dessus. Je ne suis pas confronté du tout à ce problème-là. Oui. Donc, si les entrepreneurs estiment que ça leur serait bénéfique pour eux et pour leurs proches et pour leur sécurité, et que ça l'est vraiment, j'espère que ça sera mis en place, oui. Okay. Et Robin, on arrive sur notre dernière question qui sont les ressources. Oui, faut m'arrêter parce que je pourrais t'en poser plein. C'est très intéressant. Et c'était un peu la parole libre, et on appelle ça aussi la question des ressources, où tu peux donner des sites de référence où tu vas, ou des chaînes YouTube que tu aimes bien. Voilà, c'était notre dernière question, c'est question des ressources. Alors, il y a pas mal de ressources. Le problème dans l'écosystème, quand on arrive et quand on est un peu débutant, c'est de savoir quelles sont les bonnes ressources. Ouais. Donc, premièrement, une bonne ressource, je pense qu'on peut citer Blockchain Addict. Ah, merci. Pour vous, celle-là. Alors maintenant, si on veut faire un focus, aspect un peu plus cybercriminalité et crypto, ce qui est un peu plus mon cœur de métier, premièrement, on a Rect.news qui va répertorier l'ensemble des hacks de l'écosystème assez détaillé. Vous allez avoir les sites des sociétés comme Chainalysis, TRM Labs, Elliptic Research, Crystal Blockchain et Slowmist, et j'en passe, et des meilleurs, qui pour la plupart, sur leur site, produisent des rapports sur différents sujets liés à la criminalité et les cryptos, sur lesquels vous pourrez apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Chainalysis, vous êtes sur la source primaire de nombreux médias. C'est vraiment
c'est vraiment un des acteurs sécurité crypto le plus suivi, en tout cas. Et là, sur les 4-5 que je viens de citer, vous avez beaucoup de choses très intéressantes. Ils publient régulièrement. Vous avez une newsletter qui est super, qui est hebdomadaire, qui s'appelle Blockthreat Intelligence, je crois, qui publie hebdomadairement un ensemble d'articles de presse liés à la criminalité et aux cryptos. Et puis après, je vous dirais d'être sur X et de suivre les comptes d'investigateurs crypto et puis de figures importantes de l'écosystème. Et je pense qu'avec tout ça, vous en saurez plus que 99,9% de la population sur le sujet. Et même plus que beaucoup de prétendus experts. Oui. Le mot expert fait tout et rien. Oui. Il y en a beaucoup. Merci Robin d'être venu sur la chaîne. On invite toutes les personnes à s'abonner et à liker la vidéo s'ils ont aimé. Merci beaucoup Robin. Merci à vous pour l'invitation. Bonne journée. Salut.